Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'avec la culotte menstruelle, on venait ouvrir une nouvelle porte, qui était celle d'un produit qui n'a plus besoin d'être inséré dans le vagin. Et à partir de là, c'est quelque chose de beaucoup plus sain et qui procure beaucoup plus de liberté. Mais nous, même quand on s'est lancé et qu'on a été voir des ateliers ou des fabricants pour expliquer le produit, on a eu beaucoup de mal à se faire entendre. On nous répétait régulièrement j'ai pas envie de parler de produits comme ça, j'ai pas envie de fabriquer un produit comme ça. Il y a beaucoup de portes qui se sont fermées. Il y a encore énormément de tabous autour de l'idée que c'est quelque chose de sale, que c'est quelque chose de toxique, parfois même quelque chose de dangereux. Et le Made in France s'est assez rapidement imposé. Alors c'était un vrai challenge, parce que trouver des ateliers qui acceptaient de nous suivre, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a 3-4 ans, il n'y avait rien. Il y avait une culotte noire bordée d'élastique. Nous, tout de suite, on s'est dit, pourquoi encore du noir ? On peut peut-être faire de la couleur, on peut peut-être faire quelque chose d'un peu plus joli, d'un peu plus gai, d'un peu plus lingerie. Donc très vite, on a pris contact avec des denteliers. Vraiment, notre volonté de départ, c'est qu'on ne veut plus faire de compromis avec les règles. J'en ai encore le vertige aujourd'hui quand j'y repense. On ouvre sur Ulule, on lance, on ne fait pas de publicité. Et là, d'un seul coup, on voit les chiffres qui montent. On pensait en vendre 200 et en 24 heures, on en a vendu 800. Sans rien, sans levier d'acquisition, sans rien. Bonjour, je suis Fatima, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de New Woman Boss, le podcast des femmes qui entreprennent. Bonjour à toutes, aujourd'hui c'est le 20e épisode du podcast New Woman Boss et pour celui-ci je suis très heureuse d'accueillir Alexandra Richner, la cofondatrice de la marque Réjeanne. Réjeanne, c'est l'histoire de deux anciennes avocates et amies de longue date qui ont eu l'idée innovante de bousculer le marché de la protection périodique et l'envie de faire tomber les tabous autour des règles, et tout cela avec un produit qui va révolutionner le marché, la culotte menstruelle. Alexandra et Wai sont des pionnières en France, alors que l'offre sur le marché de la protection périodique est entre les mains de gros monopoles, qui n'a pas bougé depuis des années, et que des scandales autour de la santé et de l'environnement se font de plus en plus importants, il était plus qu'urgent de trouver une alternative à la fois saine et bonne pour la planète. Mais se lancer dans l'entrepreneuriat sur un produit tout nouveau n'a pas été de tout repos, surtout quand on se lance le défi de créer une marque 100% made in France et avec des matières innovantes sur ce genre de produits, tels que la dentelle. Il aura fallu faire les bonnes rencontres avec des ateliers prêts à les suivre sur ce projet inédit. Et leur détermination a payé puisque quelques mois plus tard, elles lancent une campagne de crowdfunding qui fait un carton et qui interpelle les femmes qui se sentent enfin comprises. Dans cet épisode, on parle avec Alexandra du marché de la protection périodique classique, serviettes et tampons, et comment celle-ci peut être mauvaise pour la santé et très polluante pour la planète. On parle également de l'origine des tabous autour des règles et comment les réseaux sociaux ont aidé à les lever. Comment partir de zéro sur un produit qui n'existe pas sur le marché français et convaincre des ateliers de les suivre. Comment la campagne de crowdfunding et l'influence a propulsé la marque, et j'ai également demandé à Alexandra ce qu'elle pensait du marché de la culotte menstruelle qui a explosé en seulement 3 ans. Vous allez l'entendre, Réjeanne est une belle histoire de rencontre avec une volonté de transparence, de qualité et d'engagement. Merci à Alexandra pour son témoignage, j'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire avec une note et un commentaire sur iTunes. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Alexandra. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Pour commencer, je vais te demander de te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu faisais avant de te lancer dans l'entrepreneuriat et de lancer Réjeanne. Très bien. Alors, je suis aujourd'hui l'une des cofondatrices de la marque de culottes menstruelles Réjeanne avec mon associé Wai Morter. On a fondé Réjeanne en 2018, après une année de R&D et de développement. Réjeanne, c'est une marque de culottes menstruelles fabriquée en France. Avant ça, elle et moi étions avocates en droit des affaires, en ce qui me concerne, en contentieux, droit des marques, droit des brevets. J'y ai passé 10 ans dans cette profession, un petit peu plus de 10 ans. L'idée nous est venue avec Wai. Il faut savoir qu'on est amis, de longue date. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on est amis d'enfance même. On en a parlé, je venais d'accoucher et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire sur les protections menstruelles,
sur ce slip filet et cette énorme serviette qu'on nous donne à la maternité après un accouchement. Ouais. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire, on mérite mieux que ça, les femmes méritent mieux que ça. Encore un exemple d'un sujet dont on ne veut pas parler. Moi, j'ai découvert ce slip filet et son existence à la maternité. Et on a beaucoup échangé. Horrible, hein. Il est atroce. Il est atroce. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est vrai. On se remet de l'accouchement, on a le bébé dans les bras, on est heureux, c'est un moment intense avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'intensité. Et à ce moment-là, on arrive et on nous dit, tenez, c'est pour vous, ce slip, cette serviette monumentale. Ouais. Et c'est vrai qu'au moment de mon deuxième accouchement, je revis ce moment donc pour la seconde fois et je me dis, mais c'est pas possible. J'en parle à Wai et on se dit, mais on peut faire quelque chose. On regarde et on s'aperçoit que ça existe aux États-Unis. Ce type de produit et également en Australie. Il n'y a pas du tout ça en Europe. C'est quelque chose de tout nouveau. Ma formation professionnelle d'avocate, notamment en marque et en propriété industrielle, fait qu'on se dit qu'on veut développer un brevet, on veut un assemblage qui soit unique, qui soit performant. Et c'est là qu'on travaille avec des experts en tissu et avec des avocats spécialisés en droit des brevets. Il y a à peu près 6-8 mois de R&D, de tests, on réfléchit aux matières parce qu'on veut aussi des matières éthiques, des matières très performantes et très absorbantes. Il y en a plein aujourd'hui, on le voit dans le domaine du sport, même dans le domaine du ski et des sports un peu de montagne. Mais on voulait des matières saines. Aujourd'hui, il y en a peu et il y a beaucoup de produits chimiques qui sont utilisés dans les tissus. Donc on passe à peu près 6 à 8 mois à travailler sur un assemblage performant. On dépose notre brevet. Ensuite arrive la question de où va-t-on la fabriquer, cette culotte, et comment. Pour nous, le Made in France, c'est une évidence. On est quand même dans un pays avec un savoir-faire incroyable. Et c'est comme ça qu'on lance les premiers prototypes et un crowdfunding fin 2018. Alors, avant d'arriver à tout ça, je voulais justement parler avec toi du marché de l'hygiène féminine. Parce qu'effectivement, c'est un marché qui a des décennies et qui a été pendant très longtemps sous un monopole avec des serviettes et des tampons. J'ai vu les chiffres, c'est quand même 45 milliards de serviettes hygiéniques qui sont jetées chaque année dans le monde et environ 1447 unités par seconde, ce qui est vraiment affolant. C'est monumental. En France, c'est en moyenne 290 protections par an, soit 11 000 unités sur 38 ans de vie. Et justement, vous, quel constat vous avez fait sur les conséquences écologiques et en matière de santé sur cette consommation, on peut dire excessive, mais parce qu'on n'avait pas d'autre choix en même temps, de ce type de protection? Alors nous, on a eu 2 constatations quand on s'est penché sur la question au début. C'est que les protections périodiques... Alors déjà, j'utilise très rarement le mot protection hygiénique, parce que je trouve que cette notion d'hygiène renforce cette croyance que les règles, c'est quelque chose de sale. Donc véritablement, pour moi, on parle plutôt de protection périodique. On s'est rendu compte que ça générait une quantité de déchets absolument monumentale, et surtout de déchets avec des composants plus que douteux. Parce qu'aujourd'hui, dans l'industrie autour de ces produits, on a donné l'habitude d'avoir des produits blancs, même plus blancs que blancs, et de faire croire qu'il s'agit de coton, alors que la plupart du temps, il va s'agir de produits qui ont été blanchis avec du chlore. On va utiliser énormément de produits chimiques pour les fabriquer, pour que ça soit prétendument anti-odeur, alors qu'on sait tous qu'il n'y a rien qui sent plus mauvais qu'une serviette hygiénique ou un tampon. Donc on s'est rendu compte que ça générait une quantité de déchets énorme, et un véritable risque pour la santé, puisqu'il y a eu véritablement un manque de communication autour de la composition de ces protections. Alors, quand on parle d'une serviette hygiénique qui est totalement extravaginale, il n'y a pas tellement de sujet, c'est pas terrible, mais voilà. Après, elle est quand même en contact avec la muqueuse, mais quand on parle d'un tampon qui est quand même intravaginal, au-delà du problème de produits chimiques, il y a les risques de choc toxique, et donc on arrive sur des risques au niveau de la santé. Il y a une véritable pédagogie qui n'a pas été faite par les marques qui étaient très présentes sur le marché à ce moment-là, de dire aux personnes menstruées, attention, un tampon doit se changer toutes les 3 heures ou toutes les 4 heures. On ne doit pas le garder 6 heures, 12 heures ou toute une nuit, c'est dangereux. Il y a des risques que le sang qui macère à l'intérieur du vagin n'est pas une bonne chose. Pour certaines femmes, pour certaines personnes menstruées, cela va présenter des risques. Il y avait très peu de communication autour de ça. C'était vraiment, on a eu une longue période où vraiment on nous donne des serviettes, on nous donne des tampons et on nous dit, mais en gros, implicitement, débrouillez-vous avec ça. La cup est ensuite arrivée, il y a quelques années, et je pense a commencé à enfoncer un certain nombre de portes.
en venant dire on peut avoir des protections périodiques qui ne sont pas jetables. Exactement. Après, la cup a soulevé d'autres problèmes. Beaucoup de personnes n'ont pas envie d'avoir une protection à l'intérieur du vagin, trouvent ça inconfortable, douloureux, ou l'idée ne leur plaît pas, et ça ne réglait pas le problème du choc toxique. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'avec la culotte menstruelle, on venait ouvrir une nouvelle porte, qui était celle d'un produit qui n'a plus besoin d'être inséré dans le vagin. Et à partir de là, c'est quelque chose de beaucoup plus sain et qui procure beaucoup plus de liberté. Oui, comme tu disais, c'est vraiment, il y a un grand problème avec les serviettes, les tampons, donc en termes écologiques, parce que c'est fait à base de plastique, donc ça met entre 500 et 800 ans avant de disparaître, ce qui est énorme, on en retrouve partout. Et puis il y a le problème de santé, puisque ça contient des produits qui sont toxiques, et puis on l'a vu, il y a eu des scandales justement autour du tampon avec ce choc toxique. Et c'est vrai que l'alternative, on avait besoin d'une alternative. Et puis il y a tout le côté aussi tabou, donc t'en parlais, qui a un gros tabou de parler de règles, de menstruation. On en parle entre copines, mais moi j'ai voulu voir un peu d'où venait ce tabou autour des règles. Donc apparemment, ça date de la Grèce antique. Il y a des écrivains qui considéraient que le sang menstruel, c'était quelque chose de foncièrement impur, un symbole de l'excès féminin, une humeur qui devait être expulsé du corps pour maintenir l'équilibre et la santé, et le sang lui-même était considéré comme malsain, voire toxique. Donc c'est une opinion du coup qui a persisté pendant des années. Oui. Est-ce que vous, en échangeant justement avec d'autres femmes, vous avez constaté ces tabous et comment elles le vivent, ces tabous autour des règles ? On l'a constaté. C'est très ancré. Ça l'est de moins en moins. Je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup aidé sur la question et sur le sujet. Il y a énormément de personnes très inspirantes qui se sont lancées ces dernières années avec des blogs, des podcasts, des créations de contenu pour justement aider à lever le tabou. Mais nous, même quand on s'est lancé et qu'on a été voir des ateliers ou des fabricants pour expliquer le produit, on a eu beaucoup de mal à se faire entendre. On nous répétait régulièrement j'ai pas envie de parler de produits comme ça, j'ai pas envie de fabriquer un produit comme ça. Il y a beaucoup de portes qui se sont fermées et on l'a vu même au moment de notre lancement sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de marques qui se sont lancées. On parle beaucoup plus facilement de règles sur Instagram, même sur TikTok ou sur d'autres réseaux. Au moment où on s'est lancé, les personnes qu'on avait pu contacter, les créateurs de contenu, ne voulaient même pas poser avec la culotte. Tellement on était sur un sujet tabou. Alors on en est très loin aujourd'hui. En 3-4 ans, il y a beaucoup de choses qui ont avancé. Évolué, C'est plus une honte aujourd'hui de poser dans une culotte menstruelle. Mais jusqu'à qu'une influenceuse, une créatrice de contenu avec qui on travaille toujours aujourd'hui, se lance et dise « Allez, je vous la fais cette photo ». Et elle a été la première à poser dans une culotte menstruelle. On n'arrivait même pas à avoir des images avec le produit en dehors des mannequins avec qui on travaillait. Et il y a 2-3 jours, on a lancé un petit sondage sur Instagram sur les a priori ou les légendes autour des règles, et on a eu énormément de réponses de notre communauté. Il y a encore énormément de tabous autour de l'idée que c'est quelque chose de sale, que c'est quelque chose de toxique, parfois même quelque chose de dangereux. Et la croyance est encore très ancrée, et on a encore beaucoup de clientes ou de futures clientes et utilisatrices qui hésitent à sauter le pas et qui nous écrivent en nous disant « J'ai un doute, mettre mes mains dans ce sang pour le rincer au-dessus du lavabo, je ne sais pas si j'oserais. » Donc, il y a quand même eu cette croyance et elle est malheureusement encore là, de moins en moins. Je pense que les nouvelles générations, les plus jeunes, ont compris qu'il n'y avait vraiment aucune difficulté et que ce sang n'était pas toxique et que les légendes n'étaient que des légendes. Mais le tabou est encore très présent, mais on avance. On avance sur le sujet et on le voit notamment grâce aux réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, tant mieux. Parce que c'est vrai qu'il y a tout ce tabou et cette chose qui est honteuse. On se souvient tous peut-être au collège ou au lycée, passer la serviette dans le pantalon, de la cacher pour pas le dire, ou c'est ça. Ce genre de choses, ou les réflexions qu'on peut avoir aussi quand on n'est pas de bonne humeur et qu'on nous dit t'as tes règles ou quoi. Donc... Exactement. Donc mais une petite avancée au-delà des réseaux sociaux, c'est qu'enfin nous avons le droit à des pubs à la télé où le sang n'est plus bleu. Aussi, exactement, oui, parce que les publicitaires pendant longtemps ils ont joué le jeu de dire que c'est un peu honteux, et donc le sang est bleu. C'est bleu. Oui. Voilà, donc au point qu'on ne peut même pas le montrer en image dans les campagnes publicitaires qu'on peut voir à la télé. Et c'est vrai que là-dessus il y a des avancées. Donc les réseaux sociaux ont été vraiment précurseurs.
Oui. Mais comme pour beaucoup de choses, je trouve que vraiment ça s'étend de plus en plus et on le voit aujourd'hui dans des campagnes de grande écoute où le sang est enfin devenu rouge. Oui, enfin. Comme tu dis, oui, effectivement, les réseaux sociaux ont beaucoup aidé. Puis il y a des femmes qui ont osé en parler et du coup, ça a déconstruit un petit peu des choses qu'on avait. Mais il y a aussi peut-être des choses sur lesquelles on peut avancer, comme l'éducation aussi à l'école ou près des petites filles. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. On leur dit pas pourquoi, qu'est-ce que les règles, d'où ça vient, et pourquoi c'est pas sale, pourquoi c'est pas honteux. Donc, c'est tout à fait vrai. Et on est contacté, et je suis toujours très heureuse quand on reçoit ce genre de message, par de plus en plus de collèges, de lycées, soit les infirmières en interne, soit des professeurs de SVT qui nous disent « je voudrais en parler, est-ce que vous pouvez nous envoyer des culottes, est-ce qu'on peut essayer d'en parler ?» Et je pense qu'il y a de plus en plus de pédagogie. On n'a pas encore... réussi à intégrer ça de façon systématique et permanente, mais il y a une démarche et on est toujours très très heureuse dans l'équipe quand on reçoit ce genre de message et qu'on se dit que le message est en train de passer, même parmi les plus jeunes. C'est vrai que moi, quand j'étais au collège, on m'en parlait pas, c'était très très honteux. Si on avait le malheur d'avoir oublié de prendre une serviette avec soi, il fallait le demander à la copine en le murmurant et on ne disait même pas j'ai mes règles, on avait des expressions complètement détournées, même le mot règle était un problème, c'était j'ai mes trucs ou ça va pas, mais on n'arrivait même pas à utiliser ce mot. Mais c'est un constat que je fais encore aujourd'hui, c'est très générationnel. Selon les personnes avec qui je peux discuter, lorsque le mot règle va être prononcé, lorsque je vais le prononcer, j'ai encore de temps en temps des réactions totalement stupéfaites ou gênées, disant « Ah oui, vous êtes sur ces sujets-là ». Comme si ces sujets-là étaient des sujets terribles, terrifiants. Très honteux, exactement. Oui. Donc on a toujours un peu ce tabou, mais on avance. Mais c'est très générationnel aussi. Oui, je pense que la nouvelle génération qui arrive, il y aura moins de tabous autour de ça. Donc ça, c'est bien. Ça fait avancer certaines choses. C'est sûr, c'est sûr. Et on le voit principalement sur des réseaux comme TikTok, où on poste beaucoup, on est assez active parce qu'on a envie d'en parler, justement. Et on voit que c'est très bien reçu et il y a beaucoup d'intérêt. Mais on constate aussi souvent qu'il y a aussi un grand manque de connaissances. Et c'est là qu'on se dit que l'éducation a encore du travail. Et c'est pour ça que quand les collèges et les lycées nous contactent, on est toujours vraiment hyper heureuse de pouvoir travailler avec eux. D'accord. Mais ils vous contactent pour quoi ? Pour faire de la pédagogie dans les écoles ? Oui, demander si on peut envoyer une culotte, parce qu'ils voudraient pouvoir la découper ou expliquer le système, parce qu'ils voudraient pouvoir en parler. Parfois, on a des établissements qui veulent offrir à un certain nombre d'étudiantes des culottes. Donc, ça nous arrive de faire des envois... d'une quantité correspondant à l'établissement. Ils veulent essayer, ils sont dans cette démarche pour beaucoup du non jetable, donc vraiment d'être dans une démarche réutilisable, de pédagogie et d'encourager à aller vers des produits sains. Et le fait d'être en fabrication française, ça les encourage encore plus en se disant si en plus l'empreinte carbone est diminuée et que la culotte n'a pas traversé la moitié de la planète pour arriver ici, c'est encore mieux. Et ils sont souvent très contents de cette transparence de composition, parce que le vrai sujet aussi aujourd'hui sur les protections périodiques, comme les tampons et les serviettes, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, parce que ce n'est pas une obligation légale. Or, sur les culottes, nous aujourd'hui, on donne les compositions, les pourcentages de chaque matière, et je trouve que ça manque dans ce domaine aujourd'hui, le fait de ne pas écrire et de ne pas indiquer avec quoi est fait un tampon, avec quoi est fait une serviette, que les gens puissent faire un choix en pleine conscience. Savoir ce qu'il y a dedans. Voilà, et prennent la décision de dire, voilà, ce tampon est blanc. Alors parfois, c'est vraiment du coton bio, parce que beaucoup de marques ont fait aussi la démarche et l'effort de faire un bon produit. Mais d'autres marques, ça va être une autre fibre, blanchie avec du chlore ou d'autres produits, pour donner l'impression d'avoir un joli coton. Oui. C'est vrai. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai besoin de transparence, mais on est en contact avec beaucoup de collèges et lycées. C'est vrai qu'on est toujours très contente de faire ce genre d'opération et cette pédagogie. Et on est aussi souvent contacté par des étudiantes dans le cadre de projets qui veulent présenter le produit, qui veulent en parler dans le cadre d'un cursus universitaire ou d'une école pour justement être dans la démarche du zéro déchet et de montrer qu'il existe des alternatives plus saines. Donc il y a un véritable intérêt parmi les plus jeunes. Parmi les plus jeunes, d'accord. C'est bien, ça avance du coup. Et c'est très bien de faire cette sensibilisation, je pense, très tôt, justement pour montrer qu'il y a des alternatives auprès des jeunes et puis surtout leur permettre de s'exprimer sur le sujet, tout simplement. C'est exact. Et c'est vrai qu'on a aussi souvent des messages nous disant que c'est un véritable plaisir de ne plus voir sa poubelle se remplir tous les mois.
pendant une semaine, l'empilement, on le voit tous, les serviettes qui s'empilent ou les tampons, qu'en plus on a tous eu tendance à un moment ou à un autre, quand le tabou est très présent, de les enrouler en plus dans du papier toilette et de les cacher au fond d'une poubelle. Et c'est vraiment, véritablement... Moi, je trouve que ça apporte beaucoup de douceur à cette période, le fait de ne plus voir les déchets qu'on génère. C'est ça. Et la poubelle qui se remplit au fur et à mesure que la semaine passe. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de retours d'utilisatrices qui nous confirment se sentir beaucoup plus légère. On se sent plus légère. On a l'impression qu'on joue un rôle aussi en termes écologiques, de se dire voilà, je gaspille moins, j'entasse moins de poubelles, de serviettes hygiéniques, ce genre de choses qui, comme on le disait tout à l'heure, est fait en plastique et qui représente une quantité de déchets monumentale. Exactement. Et pour laquelle il existe des alternatives. Parce que pour certains secteurs, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'alternative. On doit être sur des produits qui ne sont pas réutilisables, malheureusement. Mais sur la protection périodique, il y a des options. En réalité, entre la cup et les culottes menstruelles et les serviettes lavables, on pourrait ne plus avoir de jetables. Il existe des alternatives qui ont exactement la même efficacité. Exactement. Très bien. Justement, quand tu me disais, donc, quand vous avez eu cette idée avec Why, vous commencez par quoi ? Pourquoi vous décidez justement de faire du Made in France ? C'était tout de suite déjà dans votre état d'esprit de partir sur du produit complètement Made in France ? Alors oui, parce qu'avec Why, on est vraiment passionné par tout ce qui est la beauté d'un produit, par la mode, par les vêtements. On a toujours passé beaucoup de temps à échanger sur ces sujets-là. Et quand on a réfléchi à où est-ce qu'on voulait le faire, où est-ce qu'on voulait fabriquer cette culotte, la France, ça s'est assez rapidement imposé. Moi, dans mon métier d'avocate, j'avais pu assister de loin, parce que je ne faisais pas de droit social, mais à la fermeture de certains ateliers, de certaines marques qui étaient parties fabriquer à l'étranger. J'avais assisté à ces couturières qui étaient même pas un petit peu, véritablement laissées sur le carreau en France, parce que il fallait délocaliser pour fabriquer moins cher, etc. Donc j'étais aussi sensibilisée de par ce que j'ai pu voir dans ma vie d'avocate par ces sujets-là. Et ce qu'on reprochait aussi aux serviettes et aux tampons avec Why, c'est ne même pas savoir où est-ce que c'était fabriqué, comment c'était fabriqué. Il y avait beaucoup d'obscurité autour de ça. Et le Made in France s'est assez rapidement imposé. Alors, ça a été un vrai challenge, parce que trouver des ateliers qui acceptaient de nous suivre, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais rapidement, dans le Sud, on a rencontré ce premier tout petit atelier qui a accepté de nous faire une première production. Mais ils étaient trop petits. Notre crowdfunding a très bien marché, puisqu'on a vendu 800 culottes en 24 heures et plus de 7000 culottes en 45 jours. Donc ce petit atelier ne pouvait pas nous suivre sur ce projet, mais très rapidement on en a rencontré un second, dirigé par une femme qui venait de reprendre cet atelier, qui était composé des anciennes couturières de la maison Le Jaby. Ah, d'accord. Et donc tout de suite elle a accepté de nous suivre, elle a été passionnée par le projet, et aujourd'hui c'est un de nos plus proches partenaires avec qui on travaille main dans la main. Sans elle, Réjeanne aujourd'hui ne serait pas Réjeanne. Et donc elle a accepté de nous suivre parce que vraiment, on a les mêmes valeurs sur la fabrication, sur la confection, sur l'éthique. Et il y a toujours ce grand bonheur, moi, quand je me dis que le produit que je porte est fabriqué par des couturières qui sont traitées correctement, qui sont payées correctement, avec un droit du travail, une protection sociale, et qu'on n'est pas de l'autre côté de la planète. On le voit, il y a plusieurs marques qui ont été épinglées ces derniers mois, puisque des fabrications très contestées par des Ouïghours à l'étranger, en Chine, etc. Et on s'est dit, en fait, on a les compétences ici, on a le savoir-faire. Après, c'est un challenge, parce que c'est un secteur qui est totalement sinistré. Oui. Donc, il a fallu faire des recrutements. Et très rapidement, on a croisé la route d'un second atelier qui, lui, est en Bretagne. Grâce à eux également, on a continué à construire l'histoire Réjeanne, et ils nous ont aussi beaucoup aidés, puisque c'était, alors sur cet atelier-là, c'est les anciennes couturières de Chantel, de la maison Chantel, qui travaillent aujourd'hui dans cet atelier qui avait été laissé en France. Cet atelier a été repris et aujourd'hui on travaille également avec eux, donc on est un petit peu Made in Bretagne et un petit peu Made in Rhône-Alpes. En tout cas du Made in France. Et justement, oui, que vous faites ces rencontres, c'est des belles rencontres qui ont permis justement au projet aussi de naître. Au tout début, donc vous n'avez pas la connaissance de ces matières, parce que vous étiez avocate. Donc à quoi vous êtes confrontée au départ au niveau des matières ? On a eu des grands moments.
Alors, on a très rapidement travaillé avec des experts en tissus, des fabricants de tissus, avant même de parler aux confectionneurs. On a appris beaucoup sur les tissus, sur les compositions, sur ce qui était absorbant. On a rapidement découvert, par exemple, qu'un tissu comme le polyester est un tissu très absorbant, mais pour nous, c'était une certitude que notre absorbant ne serait pas en polyester. On voulait quelque chose de beaucoup plus respirant et de beaucoup plus sain. Donc on a beaucoup réfléchi à tout ça. On a eu des abus de langage, on parlait de chaîne et trame alors qu'il fallait parler de maille. D'ailleurs, on a beaucoup d'ateliers qui n'ont même pas voulu nous écouter parce qu'on n'avait pas les bons mots et pas le bon vocabulaire. Et là où on a eu beaucoup de chance avec les ateliers avec lesquels on a travaillé, c'est qu'ils nous ont... c'était vraiment des rencontres, plus que au-delà de partenariats. C'est des gens qui ont été des personnes, que ce soit Agathe dans le sud ou même Mathieu, c'est des gens qui sont très ouverts, qui ont fait preuve de beaucoup d'ouverture d'esprit sur le produit, et c'est avec eux qu'on a pu le construire et le développer. D'accord, donc c'est vraiment des rencontres qui ont permis... C'est des rencontres, et c'est ça la magie du Made in France, c'est qu'on n'est pas en train de parler à des énormes structures totalement industrialisées et totalement automatisées. On est en train de parler à des personnes qui sont à littéralement 2 heures de train ou 3 heures de train. Et ça rend ça encore plus facile, c'est-à-dire en un coup de train, on est dans les ateliers, un saut dans un train, en 2 heures, je suis dans mon atelier dans la région Rhône-Alpes. Et c'est vrai que ça a un côté... c'est un côté assez très humain. Il y a beaucoup d'humanité et c'est une histoire de personnes. Et ça rend le projet encore plus passionnant pour nous. Plus vivant, plus passionnant. Exactement. Et justement, vous étiez très... au niveau des matières, c'était quelque chose de très important pour vous. Tu me disais, donc il y a des très belles matières que vous utilisez. Donc là, vous avez dû aller encore plus loin. Vous avez même déposé un brevet, si je ne me trompe pas. On a déposé un brevet sur notre assemblage. On voulait vraiment quelque chose d'unique et de performant. Il y a eu beaucoup de prototypes avant de trouver l'assemblage qui nous convenait. Il y avait aussi une façon de coudre les différents tissus entre eux. On voulait quelque chose de très fin et on voulait quelque chose de totalement invisible, parce que notre idée, c'est de proposer une belle pièce de lingerie et pas juste une culotte. Parce qu'aujourd'hui, quand on tape culotte menstruelle sur Google, l'offre, elle est monumentale et on voit plein de choses. Il y a 3-4 ans, il n'y avait rien. Il y avait une culotte noire bordée d'élastique. Nous, tout de suite, on s'est dit, pourquoi encore du noir ? On peut peut-être faire de la couleur, on peut peut-être faire quelque chose d'un peu plus joli, d'un peu plus gai, d'un peu plus lingerie. Donc très vite, on a pris contact avec des denteliers. La France, c'est quand même le pays de la dentelle. Beaucoup ont fermé et mis la clé sous la porte avec les délocalisations, mais il y a encore de belles maisons en France, même de très belles maisons. On s'est vite rapproché d'eux et on a travaillé sur des dentelles qu'on a intégrées, et on a été véritablement la première marque au monde à intégrer de la dentelle aux culottes menstruelles, parce qu'il y a toujours cette croyance que c'est un produit menstruel, on va faire au plus simple, du noir, des élastiques, et puis c'est plié. Et on a essayé de faire quelque chose de beaucoup plus joli. Plus joli, oui. Oui, c'est vrai que ça ressemble pas mal à de la lingerie féminine très. De l'extérieur, c'est complètement invisible. C'est on ça. voit rien. On voit rien du tout. Ouais. La protection est totalement invisible, et c'était vraiment notre volonté de départ, c'est qu'on ne veut plus faire de compromis avec les règles. Il y a eu trop de compromis toutes ces années. On n'en parle pas. On balance des produits qui sont pas propres ni pour la planète ni pour le corps. Donc on a essayé de faire un produit avec le moins de compromis possible. Après, le coton ne pousse pas en France, donc on est obligé de faire venir le coton de l'étranger. Mais on a essayé véritablement de faire quelque chose le plus éthique possible. Pour compenser aussi, je pense qu'il y a quand même cette frustration pendant des années de cacher ses serviettes hygiéniques, cacher ses tampons, et de ne même pas avoir le droit de savoir ce qu'il y a dedans. Donc là, de repartir sur quelque chose de joli et de pas caché, quoi. Voilà, de joli, sans compromis. Et avec ces denteliers avec lesquels on travaille aujourd'hui, là on vient par exemple de développer une dentelle, c'est très très rare, et ça n'existait pas en culotte menstruelle de toute façon, complètement en coton bio. C'est-à-dire que normalement une dentelle est en polyamide, avec parfois de l'élastane pour la rendre élastique, notamment pour de la lingerie. Là, on l'a carrément, elle est faite avec du fil de coton bio. Ça a été un véritable challenge, parce que le coton sous forme de dentelle n'était pas doux du tout. Les premiers prototypes de dentelle qu'on a eus étaient extrêmement rêches et râpeux. C'était immétable. Et on a vraiment travaillé main dans la main avec cette maison centenaire pour pouvoir proposer une dentelle très douce, très belle. Et on a une
partie importante de notre clientèle qui aime beaucoup le coton. Et donc, ça devient... On a une gamme qui est complètement en coton extérieur comme intérieur de la culotte. D'accord. À côté de l'autre gamme qui sera plutôt en lycra, avec d'autres matières. Après, c'est véritablement une question de goût. Certaines de nos utilisatrices préféreront le lycra, tandis que d'autres préféreront le coton. Mais par exemple, cette dentelle a été un vrai challenge, surtout pour l'adapter à de la lingerie, et c'est un savoir-faire plus que centenaire. Oui. Donc on est vraiment sur une belle dentelle unique. C'est parti très très loin. Ouais. Au niveau des matières, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui nous passionne. Oui. On a un savoir-faire incroyable en France, et il y a eu tellement d'entreprises qui sont parties sans se retourner, et on se dit que ce savoir-faire va mourir si on n'en fait rien. Donc l'idée, c'est véritablement de travailler main dans la main avec toutes ces maisons pour essayer de proposer quelque chose dans l'air du temps. Oui, c'est vrai. Ce qu'on disait tout à l'heure en off, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artisans en France qui malheureusement ont mis la clé sous la porte, et du coup on se retrouve un peu obligé de se tourner vers d'autres pays. C'est ça. Mais c'est vrai que quand il y a de très belles marques, un peu comme la vôtre, qui fait revivre des petits ateliers, c'est bien. Donc ça fait aussi réindustrialiser, on va dire, toute la partie artisanale qui commençait à s'exporter, à aller à l'étranger. Exactement. Quand vous avez eu du coup les premiers prototypes de vos culottes, comment vous avez justement commencé à parler de Réjeanne ? D'ailleurs, juste petite question, pourquoi Réjeanne ? Alors, Réjeanne, c'est une déclinaison de Régine, prénom ancien français qui veut dire reine. D'accord. Et quand on a lancé Réjeanne, il s'agissait pour nous de reprendre un peu le pouvoir sur quelque chose dont on avait été dépossédé. Le sujet des règles, le sujet de cette logistique autour des règles, etc. Les femmes ont été véritablement un petit peu dépossédées de ce sujet. C'est tabou, on n'en parle pas. Et c'était pour nous une façon de reprendre le contrôle, de reprendre le pouvoir. Et puis comme on partait dans une démarche Made in France, on voulait quelque chose qui fasse un petit peu référence, un mot qui ait du sens dans l'histoire française. Et donc on a trouvé que les synergies autour du prénom Réjeanne étaient très fortes, et ça a été un coup de foudre instantané. Mais c'est bien trouvé, c'est joli. Merci. Oui, je voulais savoir un peu ce qu'il y avait derrière, c'est intéressant en plus. Est-ce que justement, donc quand vous avez eu donc le premier prototype, ce que je te demandais, c'est que comment vous avez justement fait parler de la marque, c'est quoi les premiers leviers que vous avez utilisés pour vous faire connaître ? Donc je crois qu'il y a C'était notre crowdfunding sur Ulule. D'accord. Alors c'était quoi l'objectif de la campagne ? C'était de faire connaître les culottes menstruelles, c'était communication, budgétaire, c'était quoi, de vérifier que notre idée allait plaire. C'était de valider, d'accord. C'était de valider l'idée, parce que des belles idées, il y en a tous les jours, mais est-ce qu'elles vont intéresser d'autres personnes ? On a lancé les premiers prototypes, on a eu les premières culottes, et on s'est dit, bon, maintenant il faut qu'on confirme que cette souffrance qu'on ressent au niveau des règles sur ce sujet est réelle, et que c'est pas que nous, en fait. Oui, qu'il y a bien un marché. Qu'il y a un marché, qu'il y a un besoin, et qu'il y a véritablement... que les gens sont prêts à passer aussi au lavable, puisque moi, ma grand-mère me racontait quand j'étais enfant à quel point le tampon avait été une libération, en fait, pour toutes ces générations. Le jetable, après avoir eu les culottes lavables de l'époque de nos grands-mères, qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui, ou les protections lavables, l'arrivée des tampons et du jetable a été une véritable libération pour ces générations. Il n'y avait plus besoin de passer tout ce temps à laver. Et donc il fallait qu'on vérifie aussi que la période était la bonne, et qu'on n'était pas les seuls à croire dans le projet. Et c'est là où j'en ai encore le vertige aujourd'hui quand j'y repense. On ouvre sur Ulule, on lance, on ne fait pas de publicité. On a une petite influenceuse à ce moment-là qui accepte créatrice de contenu avec un compte à, je pense, 50 000 abonnés. Donc un joli compte, mais on n'était pas sur quelque chose de phénoménal. Qui accepte un petit peu, même peut-être 20 000 abonnés, je ne sais plus. Donc voilà, qui accepte un petit peu de parler de nous. On tourne cette vidéo un samedi avec Wai et Magali qui nous aident sur le projet.
sur les textes, etc., qui est actrice et humoriste, qui nous aide un petit peu. Et puis on voulait aborder ça avec un petit peu de légèreté, donc on voulait une vidéo un petit peu drôle, un petit peu légère. C'est un sujet qui est beaucoup trop sérieux, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aime parler aussi avec un peu d'humour, parce qu'une façon de briser un tabou, c'est d'en rire aussi. Donc on lance cette vidéo un petit peu drôle, et là, d'un seul coup, on voit les chiffres qui montent. On pensait en vendre 200, et en 24 heures, on en a vendu 800. Ah oui. Sans rien, sans levier d'acquisition, sans rien. Et on se dit, mais en fait, on ne s'est pas trompé. La souffrance est encore plus grande que ce qu'on pensait. Et c'est là où, véritablement, je mesure cette souffrance, c'est quand je vois les centaines de messages sur Ulule de femmes nous partageant leur expérience et nous expliquant à quel point elles souffrent aujourd'hui, qu'elles ne supportent pas les tampons, que les serviettes qu'on colle, qu'on décolle, c'est devenu... ça les dégoûte, ça les rebute pour certaines, elles n'en peuvent plus. Et qu'il y a ce véritable besoin de changement. En 45 jours, on vendra 7500 culottes avec quasiment... il y aura Ulule fera une newsletter pour parler du projet. Donc ça aurait été aussi quelque chose qui nous a quand même aidés. Mais avec très peu de choses, l'effet boule de neige a eu lieu. Je pense que c'est un produit aussi qui a vocation à faire parler de lui. Et à ce moment-là, on a eu beaucoup de bouche à oreille. Beaucoup de gens nous écrivaient en disant « Mon ami m'a dit avoir participé à ça. Je veux ma culotte, je veux participer. » C'est un produit qui existe à ce moment-là uniquement aux États-Unis. Donc très difficile à obtenir. Et aux États-Unis, ils décident d'utiliser des produits chimiques. Donc il y a des nanoparticules d'argent. Le produit est fabriqué en Asie. On n'est pas sur... pour moi, on est sur une autre approche, mais le produit existe depuis quelques années. On est sur une approche beaucoup plus... on n'est pas sur une approche éthique avec une volonté d'avoir un produit sain. On est sur une approche confort, mais les culottes sont noires, bordées d'élastique. D'accord. Donc cet équivalent n'existe pas aujourd'hui, au moment du lancement en France. Et c'est vrai que l'effet boule de neige a été absolument incroyable. Et donc, c'est là où on a eu un moment un petit peu fou, c'est qu'à la fin du crowdfunding, on a donc 7500 culottes à livrer et pas d'atelier pour les fabriquer, puisque notre tout premier atelier nous dit « Ah ben, on est parti sur 200 culottes, on ne peut pas vous faire 5000 ateliers, 5000 culottes. » Donc, on part en recherche, et c'est là où Agathe et son atelier dans la région Auvergne-Rhône-Alpes nous dit « Allez, je vous suis ». Ouais. Ah ben mais c'était bien tombé du coup. C'était bien tombé. Après, le Made in France, c'est quand même des petits ateliers, donc elles ne pouvaient pas nous fabriquer nos culottes tout de suite. Donc on avait à l'origine, on devait les livrer très rapidement en janvier-février, ces 200 culottes, sauf qu'on en a 8000 à fabriquer. On va dire que ça se serait étendu de janvier à mai, mais on a une communauté qui était hyper patiente. Qui ont été compréhensifs. Ils ont été compréhensifs, parfois impatients, mais globalement très compréhensifs. Et ils ont été assez fantastiques parce qu'on a aujourd'hui encore dans nos utilisatrices ces personnes qui nous ont permis d'exister en fait. Donc on a une reconnaissance énorme. Et vraiment, je suis toujours très très touchée quand je relis les messages Ulule de nos premiers soutiens. Et justement, qu'est-ce qui revenait de ces femmes, en fait, sur... Alors, il y a ce message dont je parle tout le temps, très souvent, qui m'a beaucoup marqué, de cette femme qui nous dit travailler dans l'armée et être dans un milieu très masculin et devoir se sentir très peu à l'aise. Et après, c'est son expérience qui lui est propre et je ne veux pas faire de généralisation, mais qui nous explique qu'elle s'est toujours sentie obligée de cacher ses protections et le fait d'avoir ses règles et que la culotte va lui apporter une paix d'esprit supplémentaire face à cette solitude qu'elle ressent au quotidien. Aux yeux d'être très émue en me disant mais en fait ce qu'on fait a vraiment du sens et ça n'a pas de sens que pour nous, en fait ça a du sens pour toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre. Et surtout cette peur de la tâche. Totalement, et c'est ça qui stresse. Hein. Ça nous est tout arrivé de stresser en se disant je vais avoir une tâche, est-ce qu'il y a quelque chose ou pas, et si on se retrouve juste entouré d'hommes, c'est compliqué. Le moment de solitude peut être très violent. Très violent, c'est vrai. Et c'est toujours ces messages-là, après, pour une raison que je ne sais pas forcément pourquoi, mais c'est toujours ces messages-là qui résonnent le plus pour moi, de ces femmes dans des milieux très particuliers. On a aussi beaucoup de femmes dans des secteurs comme le bâtiment, qui vont nous écrire et qui sont entourés principalement par des collègues masculins toute la journée, qui vont nous dire que ça leur a apporté cette vraie paix d'esprit et cette peur de la tâche
Mais on avait aussi beaucoup de messages de femmes qui ne supportaient plus les tampons, qui ne voulaient plus mettre de protection intravaginale, qui étaient rebutées par l'idée et qui n'arrivaient pas à trouver de solution satisfaisante et confortable. Et voilà. D'accord. Ah. C'est bien, donc du coup, justement, aujourd'hui, j'imagine que les ateliers suivent, j'imagine que vous produisez combien maintenant de culottes menstruelles? Ça représente combien à peu près en volume par mois? Alors par mois, je n'ai pas les derniers chiffres, mais depuis le début, on va arriver à peu près sur la 500 millième culotte, à peu près 500 000 culottes. Ouais. Donc en 3 ans, vous avez fait combien de chiffre d'affaires? Chaque année, j'imagine, c'était de croissance. Ça a été une croissance. J'ai pas les derniers chiffres, mais là, normalement, on a passé les 500 000 culottes, en sachant qu'au tout début, sur Ulule, ça s'apparente un petit peu à notre levée de fonds. On avait eu un soutien à hauteur de à peu près 230 000 €. Donc ça avait été un vrai... ça nous avait vraiment permis de démarrer et de lancer ces premières productions et d'avoir cette trésorerie qui nous manquait au départ. Oui, parce qu'au départ, j'imagine que vous avez commencé pour les premiers prototypes avec vos fonds propres. Exactement, avec l'argent qu'on avait pu mettre de côté dans nos vies d'avocate. Ouais. Donc on a commencé uniquement sur cet argent-là. Et c'est vrai que ça a été un énorme coup de pouce et l'histoire nous faisait encore plus vibrer parce que c'était un coup de pouce de nos futures utilisatrices. Totalement. Là, vous validiez un marché, vous saviez qu'il y avait une demande et en plus de ça, que ça résolvait un gros problème pour les femmes et qui avait ces retours qui montrent bien qu'il y avait ce besoin-là. Exactement. Donc ça valide tout. Puis en plus, donc ce budget qui vous permet aussi de lancer les premières productions. Aujourd'hui, du coup, vous continuez. Donc j'ai vu qu'il y avait certaines collections. Il n'y a pas que des culottes, il y a beaucoup plus. Il y a d'autres choses. Il y a beaucoup plus de choses que des culottes, c'est vrai. On a commencé sur les culottes, shorty culottes. Très rapidement, on nous a demandé ce qu'aujourd'hui nous avons appelé le period wear. Donc, par exemple, des shorts pour faire du sport, des boxers, un legging qui nous a valu beaucoup de débats sur les réseaux sociaux. Un legging menstruel, doit-il se mettre avec ou sans culotte ? Chaque femme est libre de faire ce qu'elle veut au final. Et à chaque fois, ça fait couler beaucoup d'encre et on en parle beaucoup. Et c'est toujours des produits qu'on crée main dans la main avec notre communauté. C'est des produits qu'on va nous demander. Et c'est ça aussi ce qui est vraiment facile et pratique dans le Made in France, c'est que puisque tout est à côté, quand on veut développer quelque chose de très nouveau, parce que le legging menstruel, autant dire que ça a été un vrai challenge, c'est un produit qui n'existait pas. Donc il fallait réussir à faire un joli produit fin, qui ne ressemble pas à une couche, parce que l'idée c'était pas d'intégrer une couche dans un legging, d'intégrer vraiment la technologie Réjeanne dans un produit qui peut être utilisé soit pour faire du sport, soit en mode cocooning chez soi, soit même pour dormir. Et donc, on a beaucoup travaillé avec les ateliers. Il y a eu beaucoup d'allers-retours pour développer ce produit. Pareil pour les shorts. Et c'est vrai qu'un produit qu'on nous a très, très vite demandé, c'est le maillot de bain. Oui, c'est ce que j'ai vu. Donc, on a sorti les maillots de bain menstruels c'est pratique, ça. Moins d'1 an après notre lancement. Ils sont fabriqués dans les mêmes ateliers que les plus grandes maisons de maillots de bain en France. Donc, en plus, on voulait faire un produit très sympa et assez joli et dans l'air du temps. On voulait vraiment faire comme pour les culottes et ne pas se contenter d'un maillot noir basique. Et donc aujourd'hui, on a eu donc ce premier maillot de bain, notre maillot de bain swim pour la plage, pour l'été, pour la piscine, mais pas pour les nageuses. Il n'était pas prévu pour le sport parce qu'il a un joli décolleté plongeant devant. Donc ensuite, rapidement, on a sorti notre maillot de bain pool spécial pour la piscine avec le dos, le maintien devant. On a beaucoup de nageuses aujourd'hui qui nous le commandent et qui en sont très contentes et qui évitent cette terreur de la tache au moment où on sort de l'eau. On est toutes déjà sorties d'une piscine ou de la mer ou de la plage en disant j'espère que le tampon ou que la cup va tenir. Donc ça permet d'éviter ce nouveau moment de solitude où là, il n'y a pas un jean ou un pantalon pour le cacher. Et l'été dernier, on a enfin sorti les 2 pièces qui nous étaient demandées depuis très longtemps, qu'on a mis plus de temps à développer parce qu'on voulait vraiment sortir des hauts sympas pour aller avec, etc. On ne veut jamais sortir un produit avec un compromis. On veut toujours que notre produit soit le meilleur et le plus beau possible. Et c'est vraiment ce sur quoi on travaille pour avoir quelque chose de performant à chaque fois et qui restera toujours joli et dans l'air du temps.
J'ai bien compris, j'ai bien vu que c'est vraiment votre ligne directrice, c'est vraiment la qualité du produit, donc Made in France, des produits, des matières. Est-ce que c'est ce qui vous différencie Je pense que tu vas me dire certainement que oui, mais j'aimerais avoir ton avis sur le marché, parce que le marché de la culotte menstruelle, du coup, en 3 ans, on en a vu beaucoup qui se sont lancés. On a quoi? On a peut-être une trentaine de marques aujourd'hui, et même les plus grands s'y sont mis, les DIM, Etam, etc. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ce marché qui a explosé et comment vous positionnez par rapport à tout ça? Alors, quand on regarde ce marché tel qu'il est aujourd'hui, je suis toujours un petit peu sidérée parce qu'il y a vraiment de tout. Oui. Et je pense que c'est un marché qui est cruellement en manque de réglementation, puisqu'il y a beaucoup de marques qui aujourd'hui vont communiquer de façon plus ou moins claire, notamment, et c'est un vrai combat de tous les jours, sur le Made in France, parce qu'une marque française ne veut pas dire une marque fabriquée en France. Et ce qu'on reproche justement, ce manque de communication à l'industrie de la serviette, du tampon et à toutes ces sociétés-là, beaucoup de marques aujourd'hui font exactement la même chose par rapport non pas au contenu de leurs produits, puisqu'on est sur du vêtement, sur une pièce de lingerie, donc la composition va toujours être indiquée, mais vont dissimuler le lieu de fabrication ou vont jouer sur les mots marque française ou n'avoir que certains produits sur le site fabriqués en France et pas d'autres. Mettre des petits drapeaux sur les produits fabriqués en France pour faire croire au consommateur ou à l'utilisatrice finale que toute la marque est fabriquée en France. Donc, pour moi, c'est aujourd'hui un marché qui a besoin d'être structuré, d'être réglementé, d'avoir peut-être plus de contrôle, parce que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de marques, françaises ou non, se lancent et font croire absolument n'importe quoi. Et on a beaucoup de clientes qui nous écrivent en disant « Je me suis laissée attirer par une publicité Facebook avec une offre incroyable, 3 culottes à 39 €, je ne comprends pas, elles n'absorbent pas. » Forcément. Ouais, à ce prix-là, en fait, oui, à ce prix-là, on n'a pas, soit on a une arnaque, soit on n'a pas un produit performant, et en tout cas, on n'aura pas un produit fabriqué en France. C'est sûr, oui. Donc il y a un vrai problème de communication. Après, il y a de très jolies marques qui se sont aussi lancées en France de façon totalement éthique. Donc en fait, aujourd'hui, je suis un petit peu stupéfaite quand je regarde le marché, parce qu'il y a vraiment tout. Et même moi, parfois, quand je regarde de nouvelles marques que je vois arriver, je ne suis même plus capable, tellement c'est bien ficelé, de savoir si la marque est ou non une arnaque. Je crois que c'est 60 millions de consommateurs qui avaient publié à un moment une liste des marques qui étaient légitimes et des marques qui étaient plus ou moins des arnaques. Certaines de ces marques listées comme des arnaques sont, par la force des choses, aujourd'hui devenues de vraies marques qui fabriquent un produit qui n'est plus une arnaque. Ah oui, parce que ça marchait tellement bien et que, résultat, ils ont fait leur levée de fonds indirectement en vendant des fausses culottes, qui aujourd'hui fabriquent des vraies culottes. Par contre, la difficulté, c'est qu'en cas de problème, ces marques-là n'ont pas d'existence réelle en France. Il n'y a personne, il n'y a pas de responsabilité qu'on peut aller chercher. Et c'est quand même un vrai sujet. Donc ce que je recommande toujours, c'est d'aller vérifier dans les conditions générales en bas du site, est-ce qu'on trouve vraiment un être humain, une personne, une société, un numéro de RCS qui est en France. Alors après, je sais que c'est très difficile de demander ça à un futur utilisateur, mais c'est le seul moyen d'être sûr. Et encore, parfois, il y a des fausses adresses et des faux numéros de RCS, mais à côté de ça, il y a eu quand même de très belles initiatives. Il y a de belles marques qui font renaître le savoir-faire français, ou même d'autres savoir-faire qu'on ne trouve plus en France. Et c'est intéressant puisque ça se complète. C'est-à-dire que nous, on est sur un vrai produit de lingerie. D'autres marques partent sur quelque chose d'un peu plus sportswear. Il y a des marques aujourd'hui qui sont beaucoup plus axées autour des broderies. Voilà, donc on trouve vraiment beaucoup de choses. Moi, la vraie critique que j'ai envie de faire aujourd'hui sur ce marché qu'on peut voir, c'est le manque de transparence sur les conditions de fabrication et le lieu de fabrication. En fait, c'est totalement acceptable de ne pas fabriquer un produit en France. Mais il faut le dire. Il faut le dire. Et il y a de jolies marques aujourd'hui qui marchent très bien et qui sont fabriquées en Chine ou en Asie ou en Europe de l'Est et qui l'assument totalement. Et comme ça, l'utilisateur fait son choix éclairé. Mais on est sur un sujet qui a tellement généré des souffrances. Bah oui, parce qu'il manquait de transparence. Il manquait de transparence. Donc aujourd'hui, faire perdurer ce manque de transparence et cette dissimulation, je trouve ça vraiment dommage, surtout pour des marques qui vont prétendre être made in France. Et quand vous allez regarder dans les mentions générales, vous voyez que le siège social n'est même pas en France.
et que certains produits, une toute petite quantité, est fabriqué en France. Ouais. Donc ils jouent là-dessus, quoi. Ils jouent là-dessus, il y a besoin de contrôle. Pour moi, c'est un marché qui a besoin d'être réglementé. Oui, pour pas que les consommateurs justement se fassent flouer et qu'ils pensent que c'est du Made in France quand ça ne l'est pas et qu'on ne se retrouve pas avec des produits à bas de gamme et qui ne marchent pas, qui peuvent être mais aussi, certains sont de bons produits. Oui, il y a de très bons produits qui arrivent de l'étranger. Là, on le voit, il y a des marques aujourd'hui dans les magasins, même dans le prêt-à-porter, ne désemplissent pas, qui essayent de fabriquer plus ou moins éthiquement à l'étranger, mais qui l'assument complètement. Donc l'idée, c'est simplement d'être transparent. Mais certaines marques de culottes menstruelles le font et sont totalement transparentes aussi sur le fait de fabriquer en Chine. Donc c'est juste pour moi un marché qui a besoin d'être mieux réglementé. Ouais. Et une culotte menstruelle justement fabriquée en France, tu peux nous rappeler la moyenne au niveau des prix, comme ça, pour qu'on sache Alors une culotte menstruelle fabriquée en France, sans parler de frais de port, parce que certaines marques les offrent, dont d'autres non, parfois il y a des opérations, mais ça démarre aux alentours, je dirais, d'une 30aine d'euros. En moyenne. Nous, notre première culotte tout coton est à 34 euros. C'est bien évidemment, on n'a pas les mêmes marges que des grandes enseignes pour pouvoir proposer une culotte à ce prix-là. On n'est pas sur les marges classiques, on n'est pas sur les calculs classiques qu'on nous apprend en école de commerce. On a fait le choix de marger moins, mais de croire dans un produit pour finalement une meilleure consommation. Et résultat, on le constate, nos culottes ont une durée de vie beaucoup plus longue que celle de beaucoup d'autres marques, puisque les coutures sont véritablement renforcées, les fils sont de bonne qualité, les dentelles sont posées correctement. Alors, il y a parfois des loupés en confection, comme partout, on n'est pas du tout infaillible, mais on a une garantie de qualité qui est beaucoup plus importante, puisque ce sont des couturières qui ont été aussi formées pour la haute couture. D'accord. Donc qui ont un savoir-faire assez prononcé autour de ça. Mais j'ai envie de dire qu'une culotte aujourd'hui, hors période de promotion et de Black Friday et de soldes, parce que malheureusement beaucoup de marques le font aussi, une culotte à moins de 30 euros qui serait fabriquée en France, il faut vraiment s'interroger. Oui. C'est là qu'il faut aller regarder, comme tu disais, dans les conditions générales pour être sûr. Exactement. Et si en plus cette culotte a de la dentelle, donc là, c'est pas à moins de 39, 40 euros, voire 45 euros, je veux dire, une culotte tout en dentelle à 29, 30, 35 euros, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, la dentelle, c'est sûr que ça a un certain coût au mètre, donc je peux pas avoir quelque chose à moins de 30 euros. C'est un peu exactement, compliqué. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui communiquent là-dessus, qui vont se définir marque française. On va regarder un petit peu, il y a des drapeaux un petit peu partout. On est perdu. Mais c'est vrai que si on regarde dans le détail précis, celles faites en France seront bien écrites faites en France, celles faites à l'étranger, c'est écrit. Mais ça, c'est mon passé d'avocate, mais quand on est en train de faire son shopping sur un site, ce qu'on appelle l'attention moyenne, qu'on y met, moi, si je vois 2 drapeaux français sur un site, on est en fabrication française, je ne me pose pas plus la question que ça. Totalement, Et puis qu'en plus, on va mettre dans le menu marque française, je suis en confiance et je pense qu'on me vend un produit fabriqué en France. Et c'est vrai que dans le prêt-à-porter, je pense qu'il y a eu plus de contrôle, puisque c'est un secteur qui est beaucoup plus ancien. Mais aujourd'hui, le secteur de la culotte menstruelle, et vient d'y avoir un article dessus dans 60 millions de consommateurs, mériterait d'être un peu plus réglementé et un peu plus suivi, puisque tout le monde a décidé, tout le monde peut aujourd'hui se lancer et fabriquer une culotte. On n'est pas sur un secteur où il y a besoin d'autorisation comme la cosmétique, où il faut déposer des dossiers, etc. On est sur un secteur plus précis, plus flexible, et on trouve de tout. Mais donc une culotte en dentelle, avec une jolie dentelle d'une marque française à moins de 30 euros, il faut se méfier, c'est probablement pas fabriqué en France. Puis même à 34 euros, il faut se dire que c'est largement... enfin on la garde très longtemps, quoi. On la garde très longtemps. Le coton bio est qualitatif. C'est qualitatif, et puis comparé à tout ce qu'on peut dépenser en serviettes ou tampons, on est largement à la fin gagnante, même s'il faut investir un peu plus au départ, au moins ça dure beaucoup plus longtemps. C'est exactement ça. Et quoi qu'il en soit, parce que certaines femmes nous disent, moi j'ai acheté une boîte de tampons par mois, 2,50 €, les culottes c'est plus cher. Donc pour certaines clientes, ce sera plus cher. Ça va vraiment dépendre en fait du profil de chaque utilisatrice. Mais quoi qu'il en soit, c'est de toute façon meilleur pour le corps et meilleur pour la planète. Totalement, oui. Mais en réalité, la consommation moyenne, on dépense tous entre 5 à 10 € sur des protections jetables, sans compter les culottes qu'on jette et qu'on abîme.
parce que du sang récupéré sur une belle culotte qu'on aimait bien, c'est quand même pas si simple. Et c'est tout ça en plus, sans compter la logistique liée à devoir se dire un tampon ne doit pas être porté la nuit, en fait, ne doit pas être porté toute une nuit, il y a un risque. Alors c'est pas un risque énorme, c'est pas chez toutes les femmes, mais il y a un véritable risque quand même. Et donc c'est toute cette charge qu'on peut avoir autour de la logistique qui disparaît en fait avec les culottes menstruelles, puisque c'est juste ça se lave, ça se rince et ça se met à la machine. Et il n'y a pas besoin en fait, c'est moins contraignant. C'est en réalité moins contraignant. C'est en réalité moins contraignant, oui. Et puis il n'y a pas besoin de réaliser un samedi soir à 19h30 ou 21h que nous n'avons plus de tampons et que nos règles arrivent et que c'est une catastrophe. Il n'y a plus jamais ce moment où on se dit où vais-je trouver ? Où vais-je trouver à cette heure-ci un magasin ouvert, j'ai besoin de tampons, c'est vrai. Et ça arrive en général très souvent le dimanche à 22h. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, quel levier de communication vous utilisez pour justement continuer à gagner comme ça en visibilité, puis vos ventes aussi, toujours de l'influence ? On utilise toujours les réseaux sociaux, l'influence. Oui, j'ai vu que vous étiez très active sur TikTok notamment. Voilà, on s'est lancé sur TikTok. Mais alors sur TikTok, on est vraiment dans une optique d'échange, de pédagogie, de communication. On parle plus de règles que de culottes. Que du produit. Sur Instagram aussi, et ce qu'on a réussi à construire, c'est que les partenariats avec les créatrices de contenu avec lesquelles on travaille avec les mêmes depuis des années. Alors de temps en temps, on a de nouveaux partenariats, mais la plupart nous accompagnent presque depuis les débuts de Réjeanne. Et c'est vrai que je repensais à cette créatrice de contenu qui a été la première à poser en culotte menstruelle. Elle nous a encore fait des photos à Chicago pendant les vacances de Noël dans nos culottes. On travaille avec les mêmes depuis le début, qui nous ont soutenus et avec lesquels on a des synergies qui sont super. Avec certains, on a fait des co-créations. Je pense notamment à Romy, par exemple, qui est avec nous depuis quasiment les débuts de Réjeanne. Et c'est vrai que l'influence, pour nous, a toujours été un soutien et une aide énorme. Et on a toujours beaucoup aimé travailler avec toutes ces créatrices de contenu. Après, on ne fait pas que ça. On a fait aussi des jolis partenariats. Et là, ça va faire la 2e année où on travaille avec Clarisse Agbenenou, la championne olympique, double médaillée d'or aux Jeux Olympiques et quintuple championne du monde. Ah, c'est un beau partenariat. C'est un partenariat, c'est une rencontre. Clarisse, ça a été un coup de foudre. J'imagine. Quand son agent nous a contactés, quand Nadia nous a contactés en nous disant travaillons ensemble, il y a des choses à faire, et qu'on s'est rencontrés, on s'était parlé pour la première fois pendant il me semble, le premier confinement. Donc tout se faisait à distance, et quand on s'est rencontrés, ça a été pour nous un véritable coup de foudre professionnel et inspirant. Clarisse, c'est une femme incroyable, et c'est vrai que ça a été notre première ambassadrice Réjeanne. Donc on l'a accompagnée, c'est la 2e année où on l'accompagne, et on est hyper heureuse parce qu'elle essaye de briser le tabou des règles dans le sport. Elle nous partage régulièrement ses anecdotes et la souffrance qu'elle a pu rencontrer, et sa combativité, et le fait qu'elle soit heureuse aujourd'hui de pouvoir parler de sujets comme ça. Elle est engagée sur plein d'autres projets, mais elle est avec nous, elle nous soutient, et on est heureuse d'être avec elle, et c'est vrai que c'est hyper inspirant comme genre de partenariat aussi. Oui, j'imagine. Ouais. Et c'est passionnant de la suivre, et là elle va bientôt être maman, elle a annoncé sa grossesse il y a quelques temps, et on est heureuse de pouvoir l'accompagner dans cette nouvelle étape aussi autour de la grossesse, puisque les culottes n'ont pas forcément besoin d'être utilisées que pendant les règles, on peut les utiliser pas immédiatement après, mais dans les semaines qui suivent un accouchement. Oui. Donc pour toute la partie post-accouchement, et on travaille sur de nouvelles choses avec Clarisse autour de ça. Donc c'est un partenariat qui nous plaît beaucoup, celui-ci aussi. D'accord. Et puis sinon, on travaille aussi, on a eu des parutions dans la presse, dans les médias, on a fait quelques interviews télé, voilà. Mais en réalité, nos clientes sont toujours les meilleures pour parler de nous, et c'est beaucoup de bouche à oreille, et beaucoup de recommandations et beaucoup d'avis laissés par nos clientes, en fait, qui nous ont amenés là où on est, plus que tous les partenariats. Je dirais que c'est un équilibre de tout. D'accord. J'ai l'impression que Réjeanne, c'est surtout une histoire de rencontre, hein. Que ça Exactement. aille des ateliers aux rédactrices de contenu, partenariats, clientes,
sur la plateforme notamment, les avis clientes. Donc c'est une très belle histoire en tout cas. Merci, mais c'est vrai que c'est une histoire, c'est une aventure. Ouais. Et puis en plus, vous avez grossi aujourd'hui, il y a une belle équipe. Hein. Oui. Tu me disais tout à l'heure off que vous étiez presque 10, c'est ça? On est 10 à peu près. Vous êtes 10, On ouais. est 10 Ouais. pour le moment. D'accord. L'équipe va être amenée à se développer, je pense, cette année et l'année prochaine. On est 10 et c'est une équipe très soudée et on est toutes dans cette aventure ensemble. Oui. C'est que des femmes? Oui, c'est que des femmes. Une exception, c'est 9 femmes et un homme. Un homme, d'accord. Voilà. Mais c'est principalement féminin. Après, c'est pas une volonté, Oui, mais je pense que ce sujet attire. Et encore, si principalement en réalité, je réfléchis dans les différentes étapes des recrutements qu'on a pu faire, c'est principalement des femmes qui ont envie de bosser sur le sujet des culottes menstruelles et des menstruations. Elles connaissent bien le sujet. Première concernée. Voilà, c'est la première concernée. Merci beaucoup, merci de nous avoir raconté l'histoire. Je vais te poser mes dernières questions de l'interview. Je voudrais savoir, c'est quoi vos prochains défis pour l'année 2022 ? Alors, on a de nouveaux produits qui arrivent. Je ne peux pas encore en parler malheureusement, mais on essaie d'être toujours dans l'innovation chez Réjeanne. Donc, on a des nouvelles innovations qui arrivent toujours en matière de règles. Ils vont arriver quand même si on ne sait pas ce que c'est. Alors, il y en a une qui devrait arriver, je pense, avant l'été, l'autre probablement à la rentrée de septembre. D'accord. Et on veut continuer de développer aussi, et c'est ça aussi notre challenge 2022, on a sorti une collection non menstruelle, parce que beaucoup de nos utilisatrices nous ont dit, vos culottes Made in France, on est hyper contentes pour nos périodes de règles, mais on veut les mêmes pour le reste de la semaine et le reste du mois en réalité. Et donc, on a commencé à sortir une collection non menstruelle, avec les soutiens-gorge et les brassières assorties. Donc, on essaye de proposer vraiment une gamme de plus en plus large. Et la vision 2022, c'est véritablement de produire de nouveaux modèles aussi en non menstruel. Parce que c'est un lancement qui s'est très bien passé, qui a beaucoup plu. Et à chaque fois qu'on sort une collection en menstruel, on nous demande instantanément la version non menstruelle, ce qu'on ne fait pas forcément tout de suite, peut-être par manque d'habitude et parce que c'était pas l'idée de départ. Oui, c'est ça. Mais comme toujours, Réjeanne, on construit cette aventure avec notre communauté. C'est ce que j'allais dire, c'est que vraiment, en fait, vous produisez, on va dire, de nouveaux produits, mais c'est en fonction de la communauté. Vous la faites ensemble, quoi. On le fait ensemble et à leur demande. Vraiment bien. C'est une demande à laquelle on ne s'attendait pas. Donc, elle a pris un petit peu de temps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a très peu de marques de lingerie fabriquées en France. C'est une pièce de lingerie sur 500. Ah oui, c'est vrai. C'est pas beaucoup. Qui est fabriqué en France. Il y a beaucoup de marques françaises, mais en réalité, il y a très peu de marques de lingerie fabriquées en France. D'accord. Ah, ils ont pas mal. Il y a pas mal d'ateliers qui ont fermé. Donc, Exactement. Et c'est un secteur, c'est un vrai challenge, la fabrication française, comme je le disais, parce qu'il n'y a plus non plus les formations pour les couturières et les formations en établissement scolaire, établissement de formation, etc. Les filières ont fermé puisqu'il n'y avait plus de besoins, il n'y avait plus de demande. Donc aujourd'hui, c'est aux ateliers eux-mêmes de mettre en place les programmes de formation, ce qui prend du temps et ne se fait pas du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, les ateliers avec lesquels on travaille le font et forment régulièrement de nouvelles couturières. D'accord. Donc ça crée de l'emploi derrière en plus. Exactement. Donc défi des collections, nouvelles collections avec de la lingerie en tout cas. Exactement, de la lingerie non menstruelle. Et puis là, sur le début 2022, on est arrivé au printemps. Et là, on va arriver dans tous les printemps, dans un bon nombre de printemps en France. On a toujours Monoprix et on arrive dans un nouveau grand magasin prochainement également. D'accord. Je ne peux pas encore en parler, mais c'est très prochainement. Oui, parce que j'ai vu au niveau des réseaux de distribution, donc il y a le site e-commerce et vous êtes déjà présente on est au bon marché, au printemps, chez Monoprix. D'accord. Et la prochaine étape est assez évidente, mais je ne peux toutefois pas encore en parler. On va deviner. Exactement. D'accord. Est-ce que tu peux nous citer une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire ? Alors, c'est peut-être parce qu'on a une histoire de plus de 20 ans, mais je suis toujours très inspirée par mon associé, par Wai. On travaille main dans la main sur l'aventure Réjeanne depuis le premier jour. Et c'est un esprit très libre et une grande force de travail qui ne se sent jamais tenu par les influences extérieures ou par le qu'en dira-t-on. C'est quelqu'un qui fait bien ce qu'elle veut quand elle le veut et je trouve toujours ça très inspirant. D'accord. Vous complétez. On se complète bien.
D'accord. Elle était avocate aussi, non? Elle était aussi avocate D'accord. en bancaire et financier de son côté, mais oui, on se complète bien, on est un duo qui fonctionne bien, aussi bien dans le pro que dans le perso, puisque on est amis depuis une vingtaine d'années. Mais je suis toujours très très inspirée par elle et par sa liberté, son ouverture d'esprit en fait. Elle ne laisse jamais une barrière l'arrêter et c'est toujours très inspirant. Ouais, j'imagine. Encore une belle rencontre. Encore une belle rencontre qui remonte Qui remonte à longtemps, à mais longtemps celle-ci. oui, qui a amené un beau projet en tout cas. Et est-ce que tu as un conseil à donner pour les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou qui sont au tout début et qui trouvent un peu des moments difficiles? Alors ça c'est un conseil que je donne depuis le début parce que j'ai failli le louper moi-même. Oui. L'entrepreneuriat c'est une longue route. Why compare souvent ça à un marathon et je suis assez d'accord. Il faut savoir célébrer chaque victoire. Il faut savoir, il y aura toujours une liste monumentale de choses à faire qui ne vont pas. Quand quelque chose se passe bien, quand quelque chose est un succès, quand quelque chose est une réussite, il faut savoir s'arrêter et fêter ce moment. Oui. Et prendre, même si on n'a qu'une heure, prendre une heure pour le célébrer, soit aller manger avec des amis, soit avec l'équipe, soit passer ce moment et se dire ça c'est une belle victoire. Parce que sinon on peut passer à côté de tout. Oui. Et la to-do list et la montagne à gravir est toujours très longue. Et si on ne sait pas s'arrêter et pour se dire ça c'est une super victoire, bravo, on ne prendra jamais le temps d'apprécier en fait. Oui, se féliciter pour mieux repartir. Exactement, et savoir voir les victoires, parce qu'il y a beaucoup de choses tout le temps à faire, et c'est une longue route pour construire une entreprise, une start-up, et pour se structurer. Et il y a toujours de quoi se plaindre et de quoi dire que quelque chose reste à faire. Et je pense qu'en fait, c'est le lot commun de toute société aujourd'hui. Maintenant, quand quelque chose se passe bien, quand quelque chose est une réussite, il faut vraiment le célébrer et le reconnaître et mettre de belles énergies autour de ça, parce que c'est facile de se laisser prendre dans ce tourbillon et cette tornade et de passer beaucoup de temps finalement à ne voir que le côté négatif. Oui. Donc célébrer les victoires, célébrer chaque victoire, chaque réussite, c'est vraiment important. C'est important pour son moral et pour tenir. Hein, parce que comme pour ce long marathon de l'entrepreneuriat qui est un marathon passionnant. Mais il faut savoir fêter les victoires. On peut facilement l'oublier. C'est vrai. Est-ce que tu as une maxime qui t'accompagne ? Aujourd'hui, oui. Je ne l'avais pas forcément dans ma vie d'avocate, puisque c'était un secteur qui était très rigoureux, très rigide, très encadré. Aujourd'hui, je pense que ce qui m'accompagne le plus, c'est qu'il faut vraiment croire en soi, croire en ses capacités, et parce qu'il y a toujours des gens qui sont là pour dire qu'une idée est une mauvaise idée, qu'une idée ne marchera pas, que c'est pas la bonne façon de faire. Les gens ont toujours quelque chose à redire en fait. Alors il y a toujours les soutiens, bien sûr. Il y a toujours des gens qui sont là et qui sont le socle, comme la famille, comme les amis proches. Mais il y a toujours beaucoup de critiques, même sur le produit, parce qu'en fait on peut toujours s'améliorer. Mais il faut se faire confiance, il faut suivre son instinct. Quand notre instinct nous dit d'y aller, il faut y aller. Quand on a un vrai doute, en général, c'est qu'il faut réfléchir, s'asseoir, s'arrêter et réfléchir à pourquoi est-ce qu'il y a un doute. Donc vraiment, moi, ce qui m'accompagne, c'est vraiment suivre mon instinct et croire dans mon instinct. Oui. Suivre vraiment ton intuition. Quoi. Exactement, c'est Parce très que important. J'imagine qu'au début, vous avez eu beaucoup de personnes autour de vous qui vont... on a beaucoup d'ateliers qui ne voulaient pas entendre parler du produit, qui ne trouvaient pas ça spécialement intéressant, qui trouvaient ça un peu dégoûtant. C'est surtout les ateliers, mais sinon, au plus large... En général, on vous soutenait, on vous critiquait l'idée? Alors, moi, j'ai été vraiment soutenue par ma famille. J'ai eu beaucoup de chance que mon mari... mais ça a été pareil pour Why. Je pense que... Moi, mon mari a tout de suite été assez fasciné et heureux. On a 2 filles. Donc, heureux qu'on avance sur ce sujet et qu'on brise les tabous. Mes parents aussi ont été un soutien... assez présent. Après, je quittais une vie d'avocate d'affaires qui roulait bien. Donc beaucoup de gens m'ont quand même malgré tout dit attention, tu sais ce que tu fais. Es-tu sûre de savoir ce que tu fais? Mais j'étais à ce moment-là
mon intuition, mon instinct. J'étais entièrement, ce qui n'est pas toujours le cas, mais j'étais profondément convaincue que j'étais sur la voie que je devais suivre. J'avais passé 10 ans dans le métier d'avocat. J'ai bossé avec tout type d'avocats, mais j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec quelqu'un qui était très inspirant. Donc je ne vais pas dire que j'ai quitté ce métier parce que je bossais avec des gens qui étaient désagréables, durs. C'était pas le cas. J'étais dans un cabinet qui était très agréable, je bossais avec des gens qui étaient très inspirants. Mais à un moment, ça a arrêté de me parler, ça a arrêté de me passionner, ça ne m'intéressait plus. Aller plaider des contrats à plusieurs millions, ça n'avait plus de sens en fait. D'accord. Ça n'avait plus de sens pour moi. Oui, tu n'avais plus la passion que tu avais au départ. J'avais plus cette passion. Donc là, le projet est bien tombé parce que tu avais besoin de passer à autre chose en fait. Exactement. Et comme quoi, l'intuition, toujours l'instinct... de suivre son instinct. J'ai suivi en fait cette voie qui s'ouvrait à moi et même si les gens avaient des doutes en me disant pour certains mais tu quittes quand même un joli métier, j'ai eu quand même beaucoup de soutien autour de moi. Je pense que mon entourage a vraiment ressenti que c'était quelque chose, une évidence. Ça s'est rapidement imposé comme une évidence. Je ne pouvais pas faire autre chose que me lancer dans l'aventure Réjeanne. Après, on a tous des histoires différentes. Mais pour moi, ça s'est imposé assez rapidement. Alors après, le où, quand, comment, de quelle façon, ça a été moins simple. Oui, mais le fait de poser ma démission, de quitter 10 ans d'avocature, alors que je voulais être avocate depuis que j'avais... j'ai grandi avec une maman avocate. Donc je voulais être avocate depuis que j'avais 4 ou 5 ans, après avoir vu une plaidoirie. Ça a été vraiment tourner une page, mais ça a été une évidence. C'était une évidence, oui. Ça s'est imposé à moi, en fait. D'accord. Donc c'était le bon moment pour passer à autre chose. Oui. Le bon timing. Le bon timing et les planètes étaient alignées à ce moment-là pour que je raccroche la robe, comme je dis souvent. Et je n'ai aucun regret. Aucun regret. C'est le plus important. Exactement. Est-ce que tu as un livre, podcast ou documentaire que tu aimerais partager avec nous ? Oui, alors c'est un livre que j'ai découvert assez tard, mais que j'ai trouvé très inspirant, c'est L'Alchimiste, que j'ai découvert, je dirais, il y a peut-être 2 ans. Et ce livre m'accompagne au quotidien, je le relis régulièrement, je relis des passages. Il y a beaucoup de sagesse dans ce livre autour du chemin de vie, de suivre son chemin, de suivre sa route, d'avoir confiance dans ce qui va se passer et d'être persuadé et d'avancer sur la croyance que en fait, de bonnes choses vont se passer, parce que c'est très facile de se laisser engloutir par tout ce qui est négatif dans le quotidien. Et ce livre nous rappelle qu'il faut suivre sa route et il faut croire il faut vraiment croire en soi et dans la beauté de la vie et de ce qui va se passer. Et ce livre m'accompagne. Je suis déçue de l'avoir découvert aussi tard. J'aurais aimé le lire avant, mais c'était pas le moment. D'accord. Voilà, le bon moment, c'est il y a peut-être 2 ans quand je l'ai découvert. Et ce livre m'accompagne quotidiennement et je le recommande à tous les gens autour de moi qui ne l'ont pas lu. C'est un beau livre. L'Alchimiste, d'accord. Je mettrai dans les recommandations. Très bien, si on veut t'écrire, Alexandra. Sur LinkedIn, c'est très bien. Il y a une adresse Réjeanne aussi sur le site. On peut me contacter de plein de façons. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi. Je vais te laisser le mot de la fin. Écoute, merci pour ce podcast. Et ce que j'ai envie de dire aux auditeurs, c'est que il faut croire en soi, il faut croire en ses rêves, il faut suivre son instinct. Son instinct, parfois, notre instinct nous dit parfois de nous arrêter, de réfléchir, c'est OK. Parfois, on a besoin de 2 ans, 5 ans, 10 ans pour se lancer, c'est OK aussi. Ce qui compte, c'est le chemin, c'est pas l'arrivée en réalité. Et il faut vraiment savoir s'écouter et se rappeler que l'arrivée, c'est en réalité le début d'un nouveau chemin. Donc tout ça est une voie qu'on suit et il faut faire ce qui nous rend heureux et ce en quoi on croit, sinon ça vaut pas la peine. Merci, c'est un très beau mot de la fin. Merci à toi. Merci. Vous êtes encore là ? Ne partez pas. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, c'est que l'interview vous a forcément plu. Sachez, en tant qu'auditeur, que vous avez un rôle important à jouer. Vous pouvez faire en sorte que le podcast continue et s'améliore. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide. Et pour ce faire, rien de plus simple. Il vous suffit de prendre une toute petite minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes.
C'est vraiment pas grand-chose, mais c'est tellement important pour moi. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr pour rester au courant des derniers épisodes et sachez que je suis à votre disposition pour échanger. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn. Merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Très belle semaine à vous!